clicker si vous en avez besoin. Et juste sur la table, vous faites comme chez vous, vous avez 10 minutes et on va essayer de comprendre avec vous pourquoi le leadership inclusif, ça peut changer la donne. Tout à fait. Qui a des N+1 dans cette salle? D'accord. Qui maintenant a des N-1? Bon, bah super, à peu près tout le monde. Donc on va pouvoir se parler d'histoire de N, on va pouvoir se parler de leadership. Et d'abord, avant, on va savoir que je définisse le leadership inclusif, on va savoir ce que c'est qu'un leader. Alors un leader, c'est ça. Aïe. Ou c'est ça? Alors voyons, regardons le cliché. Pas de son? My killers. Mais si. My killers who will not take no for an answer. My fucking warriors who will not hang up the phone until their client either buys or fucking dies! Bon, qui veut être un leader maintenant? Donc le leadership, c'est un cliché, mais pour beaucoup, ça veut encore dire ça. Ça veut dire coller la pression aux gens, ça veut dire leur fixer des objectifs inatteignables, ça veut dire les pressurer. En quelques années, les choses changent. Voilà ce qui se passe en 2016. To overcome three main diseases that easily come with the status that you just obtained through this graduation, my friends. Power, money, and glory. Glory, forget about it. This is just a never-ending race that goes nowhere. The list of Hall of Fame people is just here for people to look at their own name. They're not interested in anyone's other name. Money, I have met so many people when I was an investment banker, in finance, when I've been traveling the world, and I continue to do that. So many people that are just prisoners of the money that they've earned. Never get slave to money. Stay free. Know why you earn money. Know what you do with it. Stay free. And power. I think you can just look around. You'll see so many people that have power and just do nothing just to keep that power, just to make sure that continues one day more. Power makes sense only if your leadership is a leadership of service. Voilà comment un de nos grands leaders d'une grande entreprise française voit aujourd'hui le leadership. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce changement de valeur, aujourd'hui, regrimpe dans les échelons de l'entreprise. On voit qu'on est passé d'un leadership qui est un leadership compétitif à un leadership qui est un leadership du bien commun. Et puis, on voit aussi autre chose par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on voit le changement d'énergie. On voit qu'on est passé d'un leadership de pression à un leadership d'inspiration. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est avoir des gens qu'on a envie de suivre parce qu'ils nous aident à grandir davantage, parce qu'ils nous aident à créer davantage, parce qu'ils nous aident à apprendre davantage. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'entreprise aujourd'hui pour qu'il y ait ce changement-là? Eh bien, c'est peut-être un petit peu la fin de la carte de visite. Ce qu'on appelle la fin de la fonction, c'est que, encore aujourd'hui, pour beaucoup, une personne dans l'entreprise, c'est une fonction. Tiens, j'ai besoin d'un directeur technique, et ben j'engage un directeur technique, et puis mon directeur technique s'en va, ben je change de directeur technique. Mais il y a quand même des gens qui pensent autrement, qui commencent à penser autrement. Alors il paraît que Steve Jobs disait « À quoi ça sert qu'on embauche des gens intelligents si c'est pour leur dire ce qu'il faut faire? Laissons-les nous dire à nous ce qu'il faut faire. » Et en effet, aujourd'hui, il y a des gens pour dire, voilà, il y a des gens qui ont du talent dans l'entreprise, il y a des gens qui ont une personnalité, il y a des gens qui ont une compétence, on va les laisser faire. Et là, effectivement, c'est la fin du top-down au profit du peer-to-peer. Le top-down, en fait, le maître mot, c'est le contrôle. Je contrôle, et l'énergie qu'il y a derrière, bah, c'est la peur. Le peer-to-peer, le maître mot, c'est la permission, l'autorisation. Et l'énergie qu'il y a derrière, eh ben, c'est la confiance. Et effectivement, je ne sais pas combien d'entre vous aujourd'hui travaillent dans des entreprises où il y a des cabinets plus ou moins shadow, avec des millennials qui passent leur temps à expliquer aux chefs d'entreprise comment je peux écraser les échelons intermédiaires pour laisser circuler plus d'énergie. Alors la confiance est un mot important.
Seulement voilà, la confiance, elle n'a pas l'air tellement d'être partagée aujourd'hui entre les consommateurs et les entreprises. Et en effet, alors là, c'est une slide qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un sondage que j'ai trouvé en avril 2017. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce sondage? Il nous dit que seulement une personne sur deux, c'est-à-dire un consommateur sur deux, fait confiance aux entreprises. Et les entreprises auxquelles ils font le plus confiance, eh bien, ce sont celles-là. Ce sont des petites entreprises, ce sont des entreprises innovantes, ce n'est pas forcément des entreprises très connues, et c'est des entreprises qui ont mis le bien commun et les préoccupations environnementales et les préoccupations sociales au cœur de leurs problématiques. Et nos grandes entreprises françaises, celles qu'on aime, elles sont là, elles arrivent dans le top 10, mais elles arrivent en position numéro 7, en position numéro 8, en position numéro 9, en position numéro 10. Alors, où aller chercher l'inspiration quand on veut changer de paradigme? Peut-être là, les entertainers peuvent nous aider. Les entertainers peuvent nous aider parce qu'eux ont mis au point, ils ont dépassé le storytelling, et dans l'entertainment, aujourd'hui, on travaille sur le world building. Et le world building, c'est peut-être créer les conditions de la confiance. En quoi ça consiste, le world building? Eh bien, ça consiste à créer un monde complètement, avec, quand je travaille sur un sujet, à créer sa langue, à créer son histoire, à créer son économie, à créer les relations entre les gens, à créer les modes, à créer la déco, à créer les maisons. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on ne crée pas l'histoire, mais on laisse les audiences, on laisse les fans, on laisse le public créer leur propre histoire et ce faisant enrichir la nôtre et faire finalement des mécaniques de test and learn. Alors moi, je travaille dans une société qui s'appelle Hopscotch. Hopscotch, c'est assez connu pour les relations publiques et ça fait déjà un moment aujourd'hui qu'on travaille à co-créer la réputation des marques avec lesquelles on travaille avec un public d'influenceurs et avec le public. Alors, récemment, on a travaillé sur une marque de matelas. C'est difficile de travailler sur une marque de matelas parce que le matelas, a priori, ça n'intéresse personne. Ni les gens qui l'achètent, ni les autres. D'abord, un matelas, c'est encombrant, on ne sait pas comment s'en débarrasser. En plus, il n'y a pas de statut du matelas. Et puis, on ne sait jamais quand est-ce qu'il faut en changer. Il n'y a pas de critères, le marché est opaque. C'est extrêmement difficile. Simplement, on a travaillé pour une marque qui s'appelait Casper, qui voulait révolutionner ce marché-là en France. Et du coup, ils ont fait du world building. Ils ont fait du world building, c'est-à-dire que, vous voyez, ils ont créé leur monde, et vous voyez en bas à gauche, leur monde, ça ressemble beaucoup plus à une pub pour les yaourts qu'à une pub pour le matelas. C'est blanc, c'est bleu, c'est fluide. Et puis, ils ont aussi travaillé à la livraison produit. La livraison produit, vous voyez, elle est faite à vélo. Le vélo, ça dit écologique, ça dit hipster, ça dit nouvelle économie, ça dit nouveau monde. Et puis, un matelas, ça ne peut pas être encombrant quand il suffit d'un seul gars qui vous livre tout à vélo. Et puis, en plus, ça se voit. Ils l'ont mis dans une boîte bleue et blanc. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est par exemple, ils ont réfléchi au lifestyle, ils ont inventé un mot qui définit le lifestyle qu'ils voulaient, qui s'appelle le zing. Et puis, quand ils ont fait une déclinaison produit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un matelas pour chien. Un matelas pour chien, ça montre bien qu'ils s'intéressent à tout ce qui entoure le lit et que le lit, pour eux, ça devient un lieu de vie et pas simplement un lieu de sommeil. Donc, Casper, ils ont fait tout ça. Et nous, quand il s'est agi de jouer notre partie, on leur a dit laissez faire les influenceurs. Pour cette fois, ne leur donnez pas de directive. Allez-y, influenceurs, influencez-nous, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a envoyé le matelas à une 50aine d'influenceurs, on les a laissés absolument libres, mais on les a laissés libres une fois que le cadre de confiance était créé, une fois qu'il y avait eu tout ça. Et donc, ils étaient libres de faire absolument ce qu'ils voulaient avec leur matelas. Et là, on a eu une grande surprise. Non seulement on a eu plus de 118 retombées en 3 mois, c'est-à-dire l'équivalent d'une marque de tech ou d'une marque de vêtements, mais en plus, les retombées qu'on avait, que vous voyez à droite, étaient exactement dans la fluidité, dans l'alignement de ce que nous, on avait tracé. Et donc, là, ce qu'on se dit, c'est que effectivement, l'inclusive leadership, c'est un management inclusif qui permet d'inclure les gens. Parce que le management compétitif, c'est du management de la discrimination. Je discrimine, toi t'es bien, toi t'es pas bien. Le management inclusif, c'est du management de la coopération. Et que pour arriver à ça, il faut de la confiance. Mais simplement, pour arriver à la confiance, il faut accepter de lâcher prise et surtout, il faut accepter de ne pas savoir. Et vous, je ne sais pas si vous êtes prêts aujourd'hui à accepter de ne pas savoir. Et là, une fois qu'on a fait ça,
on arrive du n+1, n-1 au n égale 1. Merci beaucoup.